que ça a de la gueule quand même. C'est quelque chose. Et en plus, j'ai une nouvelle à vous donner qui est très importante. Ce n'est même pas un fond vert. C'est du vrai, c'est totalement du vrai. Nous sommes vraiment au Parc des Princes. Alors bonjour et bienvenue sur le média YouTube sur vidéo.com pour une vidéo particulière. Parce que le produit dont on va parler maintenant, vous l'avez vu sur la miniature, est pas vraiment récent. C'est un produit qui a 9 mois de buzz. J'en ai parlé à Las Vegas et autres. Et ce produit fait les gorges chaudes depuis maintenant 9 mois. Alors on s'est dit, on va faire un truc avec le produit ici au Parc des Princes. Dans quelques instants, on va aller voir Vincent de Hisense qui sait tout sur le C1, comme si c'était lui qui l'avait conçu. Donc on va monter les petites marches et vous faire un petit cut de folie. La magie du montage, ici au Parc des Princes. Regardez un petit peu comme c'est beau derrière. Et on va donc découvrir ce produit. Vous connaissez déjà, mais c'est pour la magie en même temps de l'image. Regardez, c'est sincèrement un des modèles les plus intéressants de l'année dans le monde des vidéoprojecteurs. Le Hisense C1. Et on en parle dans quelques instants avec Vincent. Regardez un petit peu le mouvement et tout. Là là, et voilà, le voilà. Salut Vincent. Ça va Pépé, tu vas bien? Je suis en pleine forme. Regardez un peu l'endroit. Si c'est pas le bonheur d'avoir la chance d'être là en plus en VIP, ça m'étonne pas. Alors devant moi, j'ai un produit comme je dis dans l'intro qui est pas vraiment récent, qui a été présenté par vous au CES 2023. Tout à fait, oui. Et qui est donc le C1. Exactement. Alors on en a beaucoup parlé, mais est-ce que toi tu peux me donner ta vision du produit, ce qu'il est techniquement, ce qu'il apporte aux gens? Est-ce que tu peux me faire un petit synopsis de bonheur de la bestiole? Un petit topo. Il nous fallait au moins le Parc des Princes pour présenter le Petit Prince, la vidéoprojection. Et je dis Petit Prince, mais il a tout d'un grand, puisqu'en effet c'est un des rares vidéoprojecteurs capables de projeter jusqu'à 300 pouces, compatible Dolby Vision, Dolby Atmos, sous une technologie trichroma, donc 3 lasers, pour une résolution 4K jusqu'en 300 pouces. Donc le produit, alors ce que tu as dit en pouces, c'est 7,6 mètres. Voilà, hein. Alors les technologies à l'intérieur, c'est du DLP-DMD, c'est-à-dire que ce sont des micro-miroirs. Exactement, qui fonctionnent et qui me permettent de proposer la meilleure image en 60 Hz. 60 Hz maximum. Exactement. Alors, faut savoir que les micro-miroirs, en fait, c'est des petits miroirs qui bougent. Mais là, les micro-miroirs sur la matrice, c'est pas de l'Ultra HD 4K. Ça fabrique de l'Ultra HD 4K. Ça fonctionne comme ce produit, comme avec beaucoup d'autres produits. Et derrière, votre système trichroma, c'est donc des lasers, ça. Exactement. La source trichroma, donc c'est la terminologie chez Hisense, trichroma pour trichromatique, 3 lasers. Puisque la source, en effet, un laser bleu, un laser vert, un laser rouge, pour aller chercher le BT2020, donc 110% du BT2020. C'est-à-dire que je vais aller chercher un espace colorimétrique étendu. Alors là, c'est la différence par rapport à des produits qui n'ont pas justement d'illumination laser. C'est que si tu n'as pas le laser, tu n'atteins pas la couverture de cet espace colorimétrique aussi large. L'avantage d'avoir 3 lasers, c'est d'atteindre ça. Alors tu parles un petit peu des specs. Est-ce qu'il y a un zoom sur le produit? Alors on n'a pas un zoom à proprement parler, c'est-à-dire un zoom optique ou numérique. Yes. Par contre, je vais être capable, sur ce produit-là, qui va vraiment venir s'adapter au type de projection dont on va avoir besoin, parce que je vais pouvoir faire quand même un zoom arrière. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai 4 mètres de recul et donc le produit va me présenter un 200 pouces et que ça va être trop grand pour moi, je vais être capable de faire un zoom arrière et de venir déplacer, décaler l'image pour qu'elle matche parfaitement l'espace que j'ai de projection. Et si ma mémoire est bonne, parce que j'en avais parlé justement sur ma chaîne, quand tu déplaces l'image avec celui-ci, tu as une correction de ce qu'on appelle le trapèze. C'est-à-dire que si tu déplaces l'image, elle n'est pas tordue, elle va se corriger. Voilà. Si vous aurez tu as un axe où tu peux justement pas être dans l'axe. Et c'est ça qui est important avec ce produit. Ça nous avait beaucoup impressionné quand on avait vu ça avec Rémi à Las Vegas. C'est que les gens étaient à Las Vegas, mes confrères, regardaient le truc, on bougeait le projecteur et hop, t'as l'image qui se recalait. Ça crache combien de lumens, ce projecteur? Alors le C1, aujourd'hui, il a un pic de luminosité à 1600 lumens. Donc ça me permet déjà complètement d'avoir, évidemment, dès qu'on se parle de projection en général longue focale ou courte focale, d'être plutôt dans un espace tamisé. Mais on le verra de toute façon, même en utilisation avec une lumière parasite ambiante. On va dire de la semi-pénombre. C'est ça, en semi. Enfin, c'est pas des projecteurs. Globalement, c'est des projecteurs qui sont pas non plus à 3-4 000 lumens. C'est des projecteurs d'intérieur. On les a vu fonctionner un peu partout. Et ça tourne si la pièce est pas en plein soleil, quoi. Là, c'est ça. C'est l'usage. Sinon, chez Hisense, on a le laser TV ou la télé très grande taille. Je connais pas. Et alors, voilà, le produit est là, c'est mignon. Alors moi, dans tous les cas, il y a des trucs que j'aimerais savoir concernant le son, par exemple, parce que vous êtes associé avec quelqu'un, vous faites du son ou vous faites vous-même? On le fait un très joli partenariat sur le C1 en effet, puisque le son est fait par JBL. Harman, exactement. Et donc du coup, on a un système son donc de 20 watts. 2x10, c'est ça? 2x10. Exactement, sur les côtés, et qui est déjà compatible Dolby Atmos.
Et qui traite le DTS en plus. Alors le truc intéressant avec ce type de produit, parce que je connais bien ton bestiau, c'est pour ça que je me permets Vincent, c'est que là, contrairement à certains produits là tu as le son vraiment en latéral. Donc si tu le poses bien, tu as vraiment une stéréo élargie, donc tu peux avoir des effets qui seraient Atmos puisque le produit est fait comme ça, il va dégager sur le côté. C'est une des caractéristiques de ce type de produit par rapport à d'autres qui avaient un seul haut-parleur sur le haut, le bas, arrière, avant, alouette. Donc là, gling. Exactement. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, le HDMI 2.1 sortie ARC, donc la sortie audio, me permet de venir brancher soit en connectique du coup ou même en Bluetooth une barre de son pour venir compléter un vrai système et vraiment avoir de la spatialisation physique. Mais oui, mais Vincent, alors télécommande pour l'utiliser? Télécommande pour l'utiliser. Spécificité des produits, notamment des produits chez Hisense, c'est les boutons de raccourci. Donc une télécommande avec des boutons de raccourci direct, 4 boutons de raccourci, hein, donc notamment Netflix, très important sur ce type de produit-là. YouTube et d'autres, et une télécommande également rétroéclairée, qui est importante, parce que justement, comme on a une utilisation dans la semi-pénombre, on va pouvoir voir directement les touches. Alors tu sais que j'ai toujours des questions de tous les gens qui nous regardent, ainsi que sur ma chaîne YouTube, à propos de ces petits produits. Parce que j'appelle ça un petit produit par rapport à un projecteur frontal. Il y a des gens qui disent, OK, moi je veux bien acheter un truc comme ça, mais quelles sont les applications pré-téléchargées sans que j'ai affaire à des trucs, des manipulations, des APK ou autres? Qu'est-ce que vous avez dessus de facto? La force aujourd'hui de travailler avec notre OS, donc maison qui s'appelle Vida, c'est qu'on va être capable de proposer la même expérience en termes de contenu, qu'on achète une télé 32 pouces, qu'on achète une télé 100 pouces chez Hisense ou qu'on achète un C1 par exemple. Donc je vais retrouver Vida dessus et pour répondre plus clairement à ta question, je vais avoir tout le catalogue aujourd'hui utilisé sur le marché français. Je vais aussi bien avoir Netflix, YouTube, Prime, Canal, Disney, Canal+, évidemment, Molotov que je vais retrouver également, Paramount+, plus récemment, Apple TV, j'ai vraiment une gamme, on a plus de 1000 applications aujourd'hui sur l'OS. donc on est d'accord qu'il est HDR, Oui. Dolby Vision, HLG et tout le tremblement. C'est-à-dire qu'à part le HDR 10+, qui est pas vraiment utilisé, là, on peut dire qu'on a tout sur ce produit. C'est un des seuls, d'ailleurs, il y a quelques produits qui existent, mais c'était parmi les premiers en 2023. Il y a quelques produits qui sont pointés, dont le C1, et c'est une révolution d'avoir Dolby Vision. C'est une vraie révolution, et aujourd'hui, c'est pas juste un effet de mode, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est vraiment demandé à la fois du côté des plateformes, mais également du côté de la vidéoprojection. Le Dolby Vision, notamment dans la vidéoprojection, elle est géniale, puisqu'elle va travailler, le Dolby Vision travaille la luminosité, travaille la colorimétrie, mais travaille aussi le contraste. Et en général, ce que les gens reprochent à de la vidéoprojection par rapport à une télé par exemple, ça va être le côté contraste et l'absorption des contrastes. Et le Dolby Vision est là pour ça. Mais non. Et les OLED, alors il n'y a pas de contraste. Mais je vais vous tuer. Non, bien sûr. Sur de la vidéoprojection. Sur de la vidéoprojection. Sur de la vidéoprojection. Non, mais le Dolby Vision a son utilité dans le sens où quelque part, moi je te rattrape le truc, dans le sens où c'est intéressant parce que les gens consomment beaucoup de streaming. Oui. Et le streaming affiche ouvertement le Dolby Vision, que ce soit en effet Disney+, Apple TV produit tout en Dolby Vision, Netflix produit en Dolby Vision. Donc c'est intéressant pour les gens qui utilisent le streaming de se dire qu'ils ont un produit qui va reconnaître le Dolby Vision. À la base, c'est ça, c'est de savoir comment travailler quand on a le HDR. Quand on a le HDR, c'est pas plein, entre guillemets. Le Dolby Vision est proposé en streaming. Donc derrière, c'était l'idée de base. Mais les téléviseurs ont du contraste, mon cher Vincent. Non, tout à fait. Vous voyez pas, mais il y a des marches derrière. Et à un moment donné, vous savez, on va faire un gros buzz. Le Vincent, s'il me redit que les téléviseurs n'ont pas de contraste, c'est directement les urgences. Ben voilà, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ce que je peux rajouter, une chose qui est intéressante, on le voit ici à l'image, c'est clairement les accessoires. Ah oui. On est venu présenter aussi avec le C1. Donc, le sac de transport, qui sont vraiment des nouveautés pour le coup, qui arrivent sur cette fin d'année et le début 2024. Sac de transport du coup renforcé. Oh, mais ça fait très téléachat, comme ça en plus, le Parc des Princes dans la classe. Donc là, t'as ceci. Alors, c'est vendu avec ou vous vendez ça en plus? C'est un accessoire aujourd'hui, c'est vendu en plus. How much? Alors, sur le sac de transport, c'est aux alentours de 100 euros. D'accord. Avec un renfort à l'intérieur, les câbles et évidemment la petite télécommande dont on parlait tout à l'heure, sa petite pochette ici, avec la télécommande fournie avec. Et le deuxième accessoire qui est présenté, c'est également le trépied, qui pareil arrive... C'était un accessoire. C'était pour la présentation. On me dit rien. Moi, j'étais là, je dis, oh, tu as vu Vincent et tout. Donc, fallait qu'on emmène de l'actu. Donc, en effet, fallait quoi? On emmène de l'actu. J'ai compris qu'on gagne de la thune. Non, mais c'est ça aussi. Fallait qu'on gagne de la thune. Les mecs, ils vendent tout. Allez, messieurs, dames. Donc, trépied qui va être capable de se régler jusqu'à 85 cm. Il est au max, de hauteur. Il est au max, actuellement. Il est posé donc sur une géode. C'est vraiment un système comme on retrouve aujourd'hui dans la photographie. Hein. On vient avec un pas de vis M6 fixé le C1 dessus. Une petite géode pour vraiment travailler
ce dont tu parlais tout à l'heure, le côté shift et pouvoir aller travailler les différents angles Ouais, ça c'est cool. du C1. Et puis évidemment le pied qui peut être baissé de 58 jusqu'à 95 cm. Et donc c'est pas un présentoir de magasin. Et non, les gens vont pouvoir l'acheter. Bah Très écoute, bientôt. on a vraiment fait le tour du produit, hein, sans rigoler. Ah, t'as des entrées audio, t'as des entrées optiques, sorties optiques, trucs comme ça qu'on n'a pas fini avec ça. Exactement, USB, les entrées ici qu'on retrouve. Bon, ici le câble d'alimentation, USB, deux USB, USB 2 et USB 3.0. Mise en réseau possible, DLNA, cumul en Complètement. réseau. Et la connectivité très importante puisqu'en effet compatible Chromecast et AirPlay 2 également. Comme une télé, comme certaines télés. Je veux dire, c'est un produit Smart TV compact. Exactement. Bah écoute, c'est génial parce que en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois là au Parc des Princes, c'est que bon, il a beau avoir 9 mois, il y a toujours des trucs à expliquer dessus, Oui. parce que ce sont des produits un peu atypiques dans le sens où ils rassemblent sur un prix qui est quand même assez serré 3 lasers, Dolby Atmos, Dolby Vision, c'est pas rien. Moi qui suis dans la profession depuis longtemps, SmartOS, moi qui suis dans la profession maintenant depuis des années, même si on m'avait dit il y a 3-4 ans on aurait ce type de produit à ce prix-là, j'aurais été hésitant encore pour le tarif. J'aurais vu ça beaucoup plus cher, je vous dis franco, c'est une surprise. Quand même quelque part. Alors, si vous voulez en savoir plus avec des vrais journalistes, pas moi, vous avez donc un test sur le vlog sans-vidéo.com fait par des journalistes qui vous disent ce qu'ils en pensent et tout pour le test. Le vrai point bénéfique en effet du laser versus de l'ampoule classique, c'est une durée de vie prolongée. On est à plus de 25 000 heures aujourd'hui, donc entre 15 et 20 ans d'utilisation sans difficulté. C'est pas de temps de chauffe aussi. Je l'allume, le produit fonctionne tout de suite. J'ai tout de suite aussi le BT2020, donc tout de suite l'espace colorimétrique sans temps de chauffe. Et puis j'ai un produit qui consomme beaucoup moins aussi, puisqu'on est sur moins de 70 watts en consommation, donc c'est extrêmement peu énergivore. Vincent, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour. Hein, parce qu'ils n'ont pas compris que ton produit il était joli tout plein et qu'il savait faire plein de choses. On peut plus rien faire. On les a ramenés au Parc des On ne Princes. peut pas aller plus loin. Voilà, on ne peut plus rien faire. Merci d'être venu ici nous parler un petit peu de la bestiole. Donc vous êtes très fiers parce que depuis le début, depuis le CES, je peux dire que chez iSense, ils sont fiers d'avoir lancé la bestiole. Hein. On est extrêmement contents et c'est que le début de l'histoire, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'il y en a 3 en fin de compte en gamme. Bah bientôt. Alors aujourd'hui, un en gamme en France. Petit teasing, tu nous, j'espère, ramèneras une très belle vidéo du CES où tu auras très certainement une vision et plein de belles choses à raconter. Et déjà l'IFA de Berlin, j'ai vu les autres. Tu as vu déjà les autres à l'IFA de Berlin et là, je pense que tu auras des belles surprises au niveau. Bah oui, bientôt le CES de Las Vegas. Tout à fait. Voilà. Donc merci beaucoup. Et merci en même temps de nous offrir un tel cadre de travail aujourd'hui qui n'est pas un fond vert. C'est ça. Qui n'est pas un fond vert. Et à bientôt sur Média YouTube sans vidéo.com. C'était un régal de t'avoir avec nous pour parler de la bestiole. Merci Pépé, Vincent. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Salut Ludoc. Salut Pépé. Ça va? Bah très bien et toi? Je suis en pleine forme. Alors j'aimerais savoir un petit peu d'abord pour les gens qui ne connaîtraient pas. Quelques personnes peuvent peut-être pas te connaître, je sais pas. Quel est ton taf exactement? On a une de tes créations derrière toi. Quel est ton métier de base? Je suis principalement réalisateur. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du clip, des pubs, des séries. Les gens me connaissent en général sur Internet parce que j'étais créateur et réalisateur du studio Bagel il y a quelques années. Et j'ai beaucoup réalisé avec des copains du coup youtubeurs comme Cyprien, McFly et Carlito, Natou, le studio Bagel évidemment. Voilà. Et voilà, j'ai fait plein de trucs très différents. D'accord, c'est vachement. Et c'est pour ça que je voulais te rencontrer ici, parce qu'on sort justement d'une chronique, enfin d'une partie d'une séquence sur laquelle on a parlé de vidéoprojection, on a parlé d'images, de technique. C'était un peu technique tout à l'heure. Et toi, tu vas essayer de me donner une vision, la vision d'un créateur, d'un artiste par rapport à tous ces produits. Parce que toi, tu crées quelque chose, tu fais des talonnages, tu prépares une image en quelque sorte qui correspond à ce que toi, tu as dans la tête. Mais après, il y a la façon de le retranscrire. Quelle est toi ta vision de tous ces produits et peut-être des progrès auxquels tu as pu assister depuis des années sur ces appareils-là? Est-ce que tu trouves qu'en effet, on respecte le réalisateur ou ça part en vrille? Bah moi je trouve ça trop bien que ce genre de produit soit de plus en plus accessible parce que ça permet, parce que nous même quand on fait des vidéos sur YouTube, je passe énormément de temps sur l'étalonnage, sur le mixage, sur le cadrage. T'expliques aux gens ce qu'est l'étalonnage, ce que tu appelles l'étalonnage. Alors l'étalonnage, en gros, c'est le travail sur la couleur, sur la lumière, une fois que ça a été tourné. Le mixage, ça va être la balance des sons pour que le son passe bien, qu'on entende bien le dialogue. Il y a tout un travail là-dessus. Et c'est vrai que moi, quand je regarde les stats de certaines vidéos et que il y a quelques années, je voyais qu'il y avait peut-être 70% des gens qui le regardaient sur leur téléphone. T'es un peu dégoûté parce que tu te dis, on a passé beaucoup de temps pour des gens qui vont le regarder dans le métro, en plein soleil, dans les pires conditions pour regarder une vidéo. Et en fait, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi je le vois au fur et à mesure, que les gens regardent de plus en plus des vidéos aussi parce que les vidéos sont plus longues. Sur leur écran le dimanche matin avec des potes et sur des grands écrans avec des conditions aussi. C'est ça qui est trop bien, c'est que
Maintenant, il y a des enceintes qui sont de bonne qualité. On a la fibre pour télécharger en 4K en super bonne qualité. On a des écrans de fou. Et du coup, on peut recréer des conditions pour regarder quelque chose dans des bonnes conditions. Et ça donne envie de regarder de la fiction, tout ce genre de choses. Et donc, moi, je suis trop content de voir tous ces nouveaux produits qui arrivent et ce genre de produits de qualité. De qualité. Alors le truc, pour qu'on sache comment tu produis. Toi, tu produis, tu vas faire l'étalonnage des couleurs, le mixage audio, tu produis en 4K, en 8K, tu te produis comment toi? Tu te produis en 4? Je tourne souvent en 4. Après, suivant là où on va diffuser, on peut passer en 1080, mais on essaye de plus en plus d'être en 4K. Quelquefois, on tourne en 6K quand il y a beaucoup d'effets spéciaux parce qu'on aime bien rezoomer, restabiliser, faire ce genre de choses. Je parle beaucoup avec les mains. Aussi. Mais ouais, et j'ai quelquefois tourné en 8K, mais en général, ouais, on est plus entre 6K et 4K. Tu tournes en RAID, tu tournes avec des caméras comme ça, tu tournes autre chose? Alors Red pas mal, en Alexa pas mal. En Alexa. Ouais. Sony aussi. En fait, ça dépend le sujet. Que j'ai fait des documentaires en Sony, j'ai fait de la pub en Alexa ou en Red. Moi, j'ai pas d'affect particulier avec la caméra tant qu'elle fournisse ce dont j'ai besoin, parce que derrière, en fait, on travaille tellement l'image que on voit pas forcément de quelle caméra ça sort. Je me moque un peu de la caméra. Alors le truc, tu as une caméra, tu tournes, tu fais tout ton travail. Alors le temps d'étalonnage, ça peut être très variable suivant ton sujet. Est-ce que tu peux donner une idée, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte du travail de post-prod. C'est gigantesque, la post-prod. Ouais, parce que la post-prod, c'est en plusieurs parties. Il y a la première partie qui est évidemment le montage, donc on va écrire et faire du montage, ça je pense que tout le monde comprend. L'étalonnage, ça va dépendre du nombre de décors qu'on peut avoir, de la durée de la vidéo. Ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre une semaine, 2 semaines, c'est énormément de temps. Et c'est aussi, en fait, ça dépend aussi de si on a fait des petites erreurs pendant le tournage, parce que il y a souvent des choses à rattraper une fois qu'on est à l'étalonnage. S'il y a un visage qui n'est pas assez éclairé, on va rehausser, enfin, plein de petits détails. Et surtout, en fait, maintenant, moi, j'ai fait une série, par exemple, pour Amazon Prime, qui s'appelait True Story, et on livre en HDR. Donc, voilà, c'est ma question suivante. Voilà, il y a plein de, en fait, là où tu peux bidouiller un peu et tricher un peu quand tu es sur des petits écrans, dès que tu commences à passer en HDR, en 4K, tu peux pas faire ce genre de choses. Le moindre détail, tu dois faire gaffe. Et mais alors moi, je trouve ça passionnant parce que moi, ça me fascine tout ce temps qu'on passe pour des petits détails que peu de personnes vont voir, mais qui vont quand même agir sur l'inconscient du spectateur. Voilà, il y a plein de, et c'est la même chose au mixage. On passe beaucoup de temps parce que comme le matos est de plus en plus quali, plutôt que de juste se concentrer sur on met le bon son, le bon dialogue, on va dire ce son là on va le faire passer à gauche parce que la voiture arrive à gauche, on est en 5.1 donc on va pouvoir faire tout un truc. Tu travailles en 5.1 en Atmos, tu fais alors, tu fais encore d'Atmos? On va pas se mentir, essentiellement stéréo, mais il commence à y avoir du mixage 5.1 ou un peu plus élevé quand c'est pour des Amazon ou. Ouais, c'est ça, c'est ma question, parce que tu vas avoir une production pour YouTube. Ce que tu fais pour YouTube est différent de ce que tu vas livrer à Amazon Prime, qui eux ont des critères différents et peuvent travailler en Atmos avec du HDR. Moi, ma partie, ma partie change pas vraiment parce que le réalisateur, ça va être c'est le storyteller, c'est celui qui raconte une histoire. Donc après, ça peut être en format court de 5 secondes, 30 secondes, 1h30, tout ça. Donc ma partie de raconter une histoire ne change pas trop. Ça va être tous les aspects à côté techniques qui vont changer. Ou en effet, quand je vais monter une vidéo sur YouTube, je vais la mixer moi-même en stéréo sur Premiere Pro. Mais quand on va faire un truc pour Amazon, là, on est en salle de mixage. Il y a tout un travail qui prend beaucoup plus de temps avec... on joue vraiment dans la subtilité, dans le détail et c'est assez... Ça prend beaucoup de temps. Mais si j'écoute tous tes propos, en fin de compte, en tant que réalisateur qui peaufine l'image, qui peaufine l'étalonnage des couleurs, le mixage, on peut dire qu'avec les produits actuels, tu es moins frustré parce que tu vois que les gens peuvent profiter de tout ton travail et non pas une partie de ton travail. C'est peut-être ça qui fait qu'en 2023, on a des produits, on dit là, on va vraiment voir ce que tu as fait. Moi, c'est exactement ça. Moi, j'ai un souvenir. J'avais fait une vidéo. J'étais parti. C'est une anecdote, mais tu vas comprendre. J'étais parti au Népal. J'avais fait une vidéo et j'avais passé peut-être une semaine sur le montage son, sur le mixage, pour qu'au final, je l'avais balancé sur Facebook. Je voyais 90% l'ont vu sans le son. C'est horrible parce que du coup, les gens le regardent comme ça, ils scrollent, ils vont vite, ils prennent pas le temps. Du coup, forcément, quand tu as des télés comme ça, des sound systems comme ça, tu te dis au moins alors le travail est respecté, mais surtout ça permet pour nous réalisateurs de vraiment avoir un spectateur qui rentre dans l'ambiance, et surtout aujourd'hui où il y a t'es sur ton téléphone, il y a une notification, il y a quelqu'un qui te parle, il y a plein de sources de distraction autour.
plus tu es dans une ambiance, tu es dans le film, mieux c'est. Et forcément, avec ce genre de produit, ça nous aide énormément. Donc projecteur, téléviseur, c'est. Alors si toi, en tant que réalisateur créateur, tu imagines l'avenir. L'avenir, c'est en effet ces produits qui se démocratisent de plus en plus. Mais toi, au niveau de la façon dont tu travailles, tu comptes continuer à travailler, par exemple, quand tu dis très bien, tu fais du mastering en 1080p, en HDR, en 4K. Est-ce que tu penses passer peut-être en 8K pour le vendre un peu plus dans les pays asiatiques qui sont 8K, ou est-ce que tu as une vision comme ça pour monter content de la façon dont tu produis? À l'avenir, on va forcément augmenter en effet le mixage ou la résolution. Après, moi, dans tous les cas, je travaille toujours pour la meilleure résolution possible, pour le meilleur confort possible. Et limite, une fois qu'on a étalonné ou mixé, par exemple, moi, il y a un truc que je fais, c'est qu'une fois qu'on a étalonné dans les meilleures conditions, on allume la lumière, on se dit voilà, maintenant, on regarde ce que ça donne dans les pires conditions. On est un peu obligé parce que beaucoup de gens vont le regarder dans les mauvaises conditions. Mais du coup, moi, je vais pas forcément changer ma façon de faire. C'est juste je vais m'adapter aussi au marché qui évolue énormément. Mais comme dans tous les cas, quelle que soit la vidéo, que ce soit une vidéo YouTube ou une vidéo pour Amazon, on essaie de pousser le truc, le curseur au maximum. Je continuerai de faire ça à l'avenir. Alors, si on peut parler de tes projets, peut-être tu peux répondre ou pas. Est-ce que tu as des projets, parce que moi, je connais ta carrière, je connais ce que tu fais. Est-ce que tu as des projets cinéma, c'est-à-dire vraiment travailler pour le secteur cinéma, c'est-à-dire salle de cinéma? Est-ce que tu as quelque chose dans la tête là-dessus en tant que réalisateur et créateur? Est-ce que c'est un aboutissement, un truc que tu veux pas faire? C'est complètement un aboutissement. Là, je suis en écriture d'un long métrage. Donc ça fait quelques... Je savais même pas. Ça fait quelques années que j'ai très envie de le faire, Ouais. mais ça prend du temps parce qu'en fait c'est pas comme un clip, une pub où tu te dis je vais y passer 2 mois, 3 mois de ma vie et je vais passer à autre chose. Un long métrage, ça va te prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans de ta vie, donc faut être sûr du sujet et j'ai pensé à plein de synopsis, à plein d'idées. Et là, j'en ai trouvé une et je me suis entouré avec des auteurs, donc on commence vraiment à écrire et à bosser là-dessus. Mais ouais, c'est l'étape suivante parce qu'en effet, quand on débute, on fait des vidéos un peu courtes, notamment sur Internet. Avec le Studio Bagel, au début, on faisait des 2-3 minutes. Ouais. Ensuite, on commençait à faire des 10 minutes, des 15 minutes. Ah, je suis fan hein, des longs formats sur YouTube. Bah, en fait, c'est ça. En fait, plus ça va en tant que réalisateur, plus tu as envie de raconter des histoires avec prendre le temps, présenter ton personnage, etc. Et du coup, bah, l'étape suivante, forcément, c'est le long métrage. Parce que là, tu as le temps de vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans les personnages. Enfin, tu peux raconter beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est la suite logique. Dans tous les cas, moi, je veux dire, c'est passionnant de t'écouter. On pourrait t'écouter pendant des heures. Par contre, à un moment donné, la vidéo va faire 3/4 d'heure. Merci de ton expérience. C'est super important parce qu'en tant que créateur, je voulais vraiment avoir ton avis sur ce qui se passait au niveau de ce que tu crées, ce qui se retrouvait en grand public. C'est-à-dire ce que les gens peuvent avoir chez eux. Et maintenant, c'est vrai que si tu achètes un téléviseur même à 600 €, il peut être HDR, Dolby Vision, 4K. Et c'est un truc, il y a 5 ans, c'était impossible. C'est ça qui est trop bien, c'est ultra accessible. Moi, j'avais vu, alors post-confinement, ça a beaucoup changé, mais il y avait eu un sondage, je crois que c'est le site Variety, le magazine Variety qui avait posé une question qui disait si un nouveau film sort, est-ce que vous préférez le regarder chez vous ou au cinéma? Et alors, c'était post-confinement, 85% des gens voulaient le regarder chez eux. Mais ils étaient en confinement, en post-confinement. Il y a le post-confinement, mais il y a aussi le truc de je peux lancer le film à l'heure que je veux. Il n'y a pas un gars qui va manger du popcorn, il y a ce genre de truc en plus. Le cinéma, c'est collaboratif. Et la qualité est bonne. Oui, oui, je sais. En fait, c'est ça. En fait, mais c'est assez intéressant de voir ça dans l'histoire du cinéma. Il y a toujours eu ce rapport télé-cinéma où, les gens, dans les années 50, quand il y a la télé qui est arrivée, le cinéma, il commençait à y avoir moins de monde. Donc, ils ont sorti le format scope. Voilà. Ils se sont dit, OK, on va faire le format scope. Il y a eu la même chose après, fin des années 90, 2000. On a dit, on va faire la 3D. Donc, c'est trop intéressant que les deux un peu se gangrènent et essayent de se stimuler. Ouais, c'est les frères ennemis. Alors que ça s'adresse à un public qui aime le divertissement. Le tout, c'est le vecteur. Pour moi, une histoire est une histoire, peu importe l'endroit. Ouais, mais tu vois, Oppenheimer, tu vas le regarder sur ton smartphone? Non. Alors, tu viens de répondre à ma question. Impossible. Donc, tu vois bien, en tant que réalisateur, tu vas dire Oppenheimer, j'aimerais que ça soit là-dessus. Et peut-être certaines œuvres, tu vas dire, bah, en streaming, ça le fait. Mais je comprends ce que tu me dis. C'est vrai qu'il y a des films à grand spectacle où tu te dis, c'est cinéma. IMAX et autres. Ah ouais. Bah là, Oppenheimer, oui, Voilà, je l'ai fait exprès. J'ai bien joué pour essayer de te dire quand même que bon, c'était un plaisir, Ludoc. Vraiment. C'est trop cool. C'était un plaisir. On va suivre tes activités parce que tu n'arrêtes pas et bientôt en salle de cinéma, bientôt près de chez vous. Merci, monsieur. Merci à toi. Je t'en prie.